Monsieur de Varenne pensait que son nom suffisait à faire trembler la terre de Saint-Domingue. Il se croyait intouchable, derrière les murs de sa grande demeure, protégé par son fouet et son arrogance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa fin n'allait pas venir d'une révolte armée ou d'un coup de fusil dans la nuit. Sa condamnation était déjà scellée dans un simple bol de bouillon de bœuf préparé par l'homme qui l'avait le plus humilié. Le prédateur est devenu la proie dès la première cuillère, sans même s'en rendre compte. À la fin, vous verrez comment une simple goutte d'eau a transformé un tyran puissant en un animal hurlant de terreur, réduit à l'état de bête sauvage. Le soleil de midi écrase la plantation. L'air est lourd, chargé d'une odeur de sucre brûlé et de sueur acide. Dans cet enfer vert, tout le monde connaît Basile. À 45 ans, Basile est le boucher de la propriété. Il ne parle pas beaucoup, il observe. Ses mains sont calleuses, marquées par des années à manier le couperet et le couteau à désosser. Il connaît chaque muscle, chaque tendon, chaque secret caché sous la peau des bêtes qu'il prépare pour la table du maître. C'est un homme d'une précision chirurgicale et d'un sang-froid qui glace le sang des autres esclaves. On raconte qu'il pourrait découper une carcasse entière, les yeux fermés. Mais derrière son silence, Basile nourrit un espoir. Une promesse faite par Monsieur de Varenne lui-même. Après 10 ans de service exemplaire comme boucher et cuisinier personnel, Basile et sa famille devaient recevoir leur acte d'affranchissement. La liberté, le droit de partir, de ne plus appartenir à personne. Monsieur de Varenne, lui, est un homme qui se noie. Derrière ses chemises en soie et ses manières de noble, c'est un joueur ruiné. Les dettes de jeu s'accumulent dans les salons de la ville et les créanciers commencent à frapper à sa porte. Pour lui, les êtres humains ne sont que des chiffres sur un livre de comptes, des actifs qu'on peut liquider pour éponger une ardoise après une nuit de cartes désastreuse. Voyez par vous-même, certains appellent ça l'ordre colonial, mais c'est une terreur qui porte un nom bien précis, celui de la cupidité la plus pure. Ce matin-là, l'air semble encore plus étouffant que d'habitude. Basile est convoqué dans le bureau du maître. Il s'attend à voir le document officiel, celui qui changera sa vie. Mais quand il entre, il voit Varenne assis derrière son bureau en acajou, un verre de rhum à la main, le visage rouge de colère et de mépris. Sur le bureau, il y a un papier, l'acte d'affranchissement. Basile sent son cœur battre dans sa poitrine. Mais avant qu'il puisse dire un mot, Varenne saisit la feuille et, avec un sourire cruel, la déchire en 2 puis en 4, sous les yeux de l'homme qui l'a servi fidèlement pendant une décennie. Varenne ne s'arrête pas là. Il explique froidement que les temps sont durs, que la liberté se mérite et que Basile ne l'a pas encore assez payé. Pire encore, il annonce qu'il a déjà signé un contrat avec un marchand d'esclaves qui passera le lendemain matin. Le contrat prévoit la vente séparée de Toinette, la femme de Basile et de leurs 3 fils. Ils seront envoyés dans différentes plantations à l'autre bout de l'île. La famille sera brisée, dispersée, effacée. Pour Varenne, c'est une transaction. Pour Basile, c'est un arrêt de mort émotionnel. Le boucher ne bronche pas. Il reste debout, les bras le long du corps. Sa précision habituelle se transforme en une rage glacée. Varenne, irrité par ce silence qu'il prend pour de la soumission, se lève et gifle Basile de toutes ses forces. Il le traite de chien, de bête, de somme qui ne comprend rien aux affaires des hommes civilisés. Il lui ordonne de retourner à sa cuisine et de préparer le meilleur bouillon de bœuf possible pour le dîner, car le notaire et les acheteurs seront présents pour finaliser la vente le lendemain. Basile sort du bureau. Il traverse la cour sous le regard inquiet des autres ouvriers. Il ne va pas vers la cuisine. Il se dirige vers l'arrière des écuries, là où les déchets sont jetés, là où personne ne va jamais. C'est là qu'il l'a vu plus tôt le matin. Un chien errant, une bête famélique, qui rôdait autour de la propriété depuis quelques jours. Le chien est mort maintenant. Il gît dans la poussière, les membres raides, les yeux vitreux. Mais ce qui attire l'attention de Basile, c'est cette écume blanche, épaisse, qui recouvre encore la gueule de l'animal. Une bave visqueuse qui semble porter en elle toute la fureur du monde. Basile sait ce que c'est. Il a vu cette maladie autrefois dans son enfance. Les anciens appelaient ça le mal de la rage, une malédiction qui transforme le plus doux des chiens en un monstre assoiffé de sang, avant de le tuer dans des souffrances atroces. Il sait que le venin est là, dans cette bave, dans cette carcasse en putréfaction. Avec la précision qu'il utilise pour découper le gibier, Basile sort un petit flacon en verre de sa poche. Il s'accroupit près du chien mort.
Il ne ressent ni dégoût, ni peur. Il utilise une petite spatule en bois pour récolter délicatement l'écume infectée. Il gratte les gencives de l'animal pour s'assurer de récupérer chaque goutte du poison invisible. Le secret de Basile réside dans sa connaissance de l'anatomie. Il sait que ce mal ne tue pas tout de suite. Il a besoin de temps pour s'installer, pour ramper le long des nerfs, pour atteindre le cerveau. Il sait que s'il agit maintenant, le maître ne sentira rien. Pas de goût suspect, pas de douleur immédiate, juste une incubation silencieuse. Une bombe à retardement logée dans les entrailles du tyran. De retour dans sa cuisine, Basile commence la préparation du bouillon. C'est un rituel qu'il accomplit chaque soir, mais cette fois, chaque geste a une signification différente. Il coupe les légumes, prépare la viande, fait chauffer l'eau dans la marmite en fonte. La vapeur monte, emplissant la pièce d'une chaleur moite. C'est à ce moment-là que Toinette, sa femme, entre dans la pièce. Elle a les yeux rouges, elle a entendu la nouvelle de la vente. Elle tremble de peur à l'idée d'être séparée de ses enfants. Elle regarde Basile, cherchant un signe d'espoir, mais il ne dit rien. Il continue de remuer la soupe. Toinette remarque quelque chose. Sur le plan de travail, près des herbes aromatiques, il y a un morceau de viande qui ne ressemble pas aux autres, une pièce sombre, un peu trop avancée, qui semble avoir été mise de côté. Elle s'approche, mais Basile lui barre doucement le passage. Son regard est différent. Ce n'est plus le regard d'un mari ou d'un père, c'est celui d'un bourreau qui attend son heure. Il lui murmure simplement de s'occuper des enfants, de les garder cachés dans la case et de ne sortir sous aucun prétexte pendant le dîner. Le problème, c'est que Toinette est observatrice. Elle voit Basile sortir le petit flacon de sa ceinture. Elle voit le liquide trouble qu'il verse avec une main d'une stabilité effrayante dans le bol en argent destiné exclusivement à Monsieur de Varenne. Elle ne comprend pas exactement ce que c'est, mais elle comprend que son mari est en train de commettre l'irréparable. Elle sait que si on les surprend, c'est la mort lente sur la place publique. Mais elle voit aussi la détermination dans les yeux de Basile, une détermination qui dépasse la peur de la mort. Si vous ne supportez pas de voir l'injustice rester impunie, abonnez-vous. Ici, on raconte les histoires de ceux qui ont décidé de rendre les coups. Et dites-moi en commentaire, selon vous, Basile a-t-il franchi une ligne dont on ne revient jamais? Ou est-ce la seule justice qui restait à un homme dont on a tout volé? Le soir tombe sur la plantation. Les bougies sont allumées dans la grande salle à manger. Monsieur de Varenne est assis en bout de table, entouré de ses invités. Il y a le notaire, un homme sec au visage de parchemin, et deux acheteurs venus de la côte, des hommes aux mains grasses et aux rires bruyants. Ils parlent de prix, de rendement, de cargaison. Ils parlent de la famille de Basile, comme s'ils discutaient du prix du bétail. Au centre de la table trône la carafe de cristal, remplie d'une eau pure, scintillante sous la lumière des chandelles. C'est l'orgueil de Varenne, une pièce importée d'Europe qui symbolise sa prétendue supériorité et sa richesse. Basile entre dans la salle, portant le plateau d'argent. Il avance d'un pas mesuré, le visage de marbre. Il sert d'abord les invités, puis il s'arrête devant le maître. Il dépose le bol de bouillon devant lui. L'odeur est délicieuse, irrésistible. Varenne, affamé par une journée de stress et de calcul, ne prête aucune attention à l'esclave qui le sert. Il saisit sa cuillère d'argent. Basile reste un instant de trop, juste assez pour voir la première cuillerée disparaître dans la bouche du tyran. À cet instant précis, le piège est refermé. Le virus de la rage, caché dans la chaleur du bouillon, commence son voyage. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Varenne savoure son repas, complimentant même Basile pour la qualité de sa cuisine, tout en signant d'une main distraite les documents préliminaires de la vente. Il rit, il boit son vin, il se sent puissant. Il ne sent pas la légère démangeaison qui commence déjà à se manifester, très loin, dans ses terminaisons nerveuses. Le repas se termine. Les invités se retirent dans le petit salon pour fumer le cigare. Basile retourne en cuisine pour nettoyer. Il est seul maintenant. Il prend le bol de Varenne et le nettoie avec une attention particulière, utilisant de l'eau bouillante et des herbes fortes pour effacer toute trace de son crime. Mais alors qu'il frotte le métal, il entend un bruit derrière lui. Toinette est là. Elle tient quelque chose dans son tablier. Elle s'approche de la table et pose un objet devant Basile. C'est une dent de chien, encore tachée de sang séché qu'elle a trouvée près des écuries en cherchant son mari plus tôt. Le regard de Toinette est chargé de terreur. Elle a compris.
Elle sait que Basile n'a pas utilisé un simple poison. Il a utilisé la maladie, la folie, la mort invisible. Elle veut parler, elle veut l'avertir du danger, mais Basile pose sa main sur la sienne. Un geste ferme, presque brutal. Il lui fait comprendre que le sort est jeté. Que le maître est déjà mort, il ne le sait juste pas encore. Le temps d'incubation a commencé, et chaque seconde qui passe rapproche la famille de Basile de la liberté ou de l'abîme. Le lendemain matin, le notaire revient pour la signature finale. Mais quelque chose ne va pas. Monsieur de Varenne ne s'est pas levé à l'heure habituelle. On raconte qu'il a passé une nuit agitée, en proie à des cauchemars violents. Quand il apparaît enfin dans le grand salon, il est pâle. Une légère sueur perle sur son front. Il se plaint d'un mal de tête persistant et d'une étrange sensibilité à la lumière. Il s'installe à son bureau, prêt à signer l'ordre de vente qui brisera la famille de Basile à jamais. Il saisit sa plume, mais sa main tremble légèrement. Rien d'alarmant, pense-t-il, juste la fatigue et l'excès de vin de la veille. Basile, depuis le couloir, observe la scène à travers l'entrebâillement de la porte. Il voit le notaire qui s'impatiente. Il voit les documents étalés sur la table. Il voit la carafe de cristal, toujours là, remplie d'eau fraîche. Il attend le premier signe, le premier spasme, le moment où la nature reprendra ses droits sur l'homme qui se croyait Dieu. L'air dans la maison semble se figer. Le silence est interrompu seulement par le grattement de la plume sur le papier. Mais soudain, Varenne s'arrête. Il porte sa main à sa gorge. Il a soif. Une soif ardente, dévorante. Il regarde la carafe d'eau. Il tend la main pour se servir un verre. Et c'est là que le premier craquement se fait entendre dans l'armure du maître. Sa main se bloque à quelques centimètres du cristal, comme si une force invisible l'empêchait d'avancer. Son visage se contracte dans une grimace de douleur inexpliquée. Le premier acte de la tragédie vient de commencer. Monsieur de Varenne fixe la plume d'oie posée sur le buvard. Dans le silence lourd du bureau, le seul bruit audible est le battement sourd de son propre cœur qui résonne jusque dans ses oreilles. Il veut signer. Il doit signer. Ces documents représentent sa survie financière, le remboursement de ses dettes et le maintien de son train de vie. Mais sa main refuse d'obéir. Ses doigts sont comme soudés à l'air ambiant, saisis par une raideur qu'il ne s'explique pas. La sueur coule désormais librement le long de ses tempes, imbibant le col de sa chemise en lin fin. Maître Lefebvre, le notaire, ajuste ses besicles d'un geste impatient. Pour lui, le temps, c'est de l'argent, et ce retard l'agace profondément. Il ne voit qu'un planteur un peu trop porté sur la bouteille, qui lutte contre les effets d'une gueule de bois tropicale. Ce que personne dans cette pièce ne soupçonne, c'est que le virus est déjà en train de dévorer les centres nerveux du maître. La bave du chien enragé, discrètement introduite dans son bouillon par Basile, a fait son chemin. Elle a quitté l'estomac pour s'attaquer à la moelle épinière, remontant centimètre par centimètre vers le cerveau. Les premiers signes sont là. Cette agitation inhabituelle, cette irritabilité qui le pousse à vouloir frapper tout ce qui bouge, et surtout, cette sensation de resserrement atroce au niveau du pharynx. Varenne essaie de déglutir sa propre salive, mais le simple fait d'avaler lui procure une douleur fulgurante, comme s'il tentait de faire passer du verre pilé dans sa gorge. Remarquez bien ceci. Certains appellent cela la tradition ou le droit de propriété. Mais c'est une cruauté qui a un nom et un visage bien réels, et elle finit toujours par se retourner contre celui qui la pratique. Pendant ce temps, dans les quartiers des esclaves, l'angoisse est à son comble. Basile est retourné à ses corvées de boucher. Il découpe une carcasse de porc avec une fureur contenue. Chaque coup de couperet est net, précis, sans hésitation. Il ne regarde pas Toinette, qui est assise dans un coin de la cuisine, pétrissant une pâte qu'elle ne finit jamais. Elle sent le poids de la dent de chien dans sa poche de tablier. C'est un objet minuscule, mais il pèse plus lourd qu'une enclume. C'est la preuve du crime. Le lien direct entre le cadavre de la bête derrière les écuries et l'agonie qui commence dans la grande maison. Toinette a peur. Elle sait que si M. de Varenne meurt dans des circonstances suspectes avant que l'acte de vente ne soit officiellement annulé, ils seront tous massacrés en représailles. Le plan de Basile est un pari risqué sur le temps. Il ne veut pas seulement la mort de Varenne. Il a besoin que le maître perde la raison et ses capacités juridiques avant que le notaire ne quitte la plantation avec les contrats signés. Car si Varenne signe,
et meurt ensuite, le marchand d'esclaves emmènera Toinette et les enfants malgré tout. L'infection doit galoper. Elle doit transformer le tyran en un fou incapable de tenir une plume avant que le soleil ne se couche sur cette journée maudite. Le problème, c'est que le destin décide parfois de compliquer les choses. Une calèche élégante entre dans la cour de la plantation. C'est le docteur Morel. Il n'était pas attendu avant la semaine prochaine, mais il passait par là pour une visite de routine dans la région. Morel est un homme de science, un de ces médecins formés en Europe qui ne croit ni aux malédictions, ni aux mauvais sorts. En descendant de sa voiture, il remarque immédiatement l'agitation inhabituelle. Il voit les esclaves qui se murmurent des choses à l'oreille, il sent l'odeur de la peur qui flotte dans l'air. Morel se dirige directement vers la demeure. En entrant dans le bureau, il trouve Varenne dans un état déplorable. Le planteur est maintenant debout, le visage cramoisi, hurlant contre un serviteur qui a eu le malheur de faire tomber un plateau. Le docteur fronce les sourcils. Il s'approche de son ami et pose une main sur son épaule. Varenne sursaute comme s'il avait été brûlé par un fer rouge. Ses yeux sont injectés de sang, ses pupilles dilatées, fixées sur un point invisible dans le vide. Morel demande du vin, pensant calmer les nerfs de Varenne. Mais dès que le domestique apporte le verre, le planteur recule violemment contre le mur, renversant son fauteuil dans un fracas de bois brisé. Le simple reflet de la lumière sur le liquide rouge semble déclencher chez lui une réaction de terreur panique. Ses muscles se contractent, sa mâchoire se serre si fort qu'on entend ses dents grincer. C'est le premier grand spasme. L'hydrophobie, le symptôme caractéristique de la rage, vient de faire son entrée fracassante. Si vous refusez d'avaler ces mensonges bien habillés et que vous voulez voir la vérité éclater, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire, cette dent de chien que Toinette cache dans son tablier, est-ce un simple reste de l'animal ou la signature d'une sentence de mort qui ne laissera aucun survivant chez les coupables? À l'extérieur, Basile entend le bruit du fauteuil qui tombe. Il s'arrête de couper. Il lève les yeux vers la fenêtre du bureau. Il sait que le processus s'accélère. Mais la présence du docteur Morel est un obstacle qu'il n'avait pas prévu. Morel est capable d'identifier la maladie. S'il comprend qu'il s'agit de la rage, il cherchera la source. Il cherchera la morsure. Et quand il ne trouvera aucune morsure sur le corps de Varenne, il commencera à se poser des questions sur ce que le maître a mangé ou bu. Le boucher sent une goutte de sueur froide couler entre ses omoplates. Il doit agir pour détourner l'attention ou pour accélérer la chute finale. Toinette, de son côté, est prise au piège. Le docteur Morel sort du bureau pour demander de l'eau chaude et des linges propres. Il tombe nez à nez avec elle dans le couloir. Il remarque son tremblement, son regard fuyant. En tant qu'homme d'observation, il remarque aussi la petite protubérance dans la poche de son tablier. D'un geste vif, avant qu'elle ne puisse reculer, il saisit le bras de la servante. Il sent la forme dure et pointue à travers le tissu. Morel lui demande ce qu'elle cache. Toinette bafouille, invente une excuse sur un outil de couture, mais le docteur insiste. Il a vu trop de choses étranges dans ces plantations pour ne pas être méfiant. Pour lui, chaque esclave est un suspect potentiel dans cet environnement de violence permanente. Il s'apprête à fouiller la poche de Toinette quand un cri inhumain retentit depuis le bureau. Un cri qui ne ressemble à rien de ce qu'un homme sain peut produire. C'est un hurlement rauque entre l'aboiement et le râle d'agonie. Morel lâche Toinette et se précipite vers la pièce. Varenne est au sol, en proie à des convulsions violentes. Il écume. Une mousse blanche et épaisse commence à se former au coin de ses lèvres, la même mousse que Basile a récoltée sur le cadavre du chien. Le notaire Lefebvre est blême, collé contre la bibliothèque, les documents de vente serrés contre sa poitrine comme un bouclier inutile. Il crie que le maître est possédé, qu'il faut appeler un prêtre, qu'une malédiction est tombée sur la maison. Mais le docteur Morel ne croit pas aux démons. Il s'agenouille près de Varenne, essayant de le maintenir pour qu'il ne se blesse pas. Il observe l'écume, il observe les spasmes de la gorge dès que le malade aperçoit la carafe de cristal sur la table. Le mot commence à se former dans son esprit. Rage. Mais comment? Varenne ne quitte jamais sa demeure sans son cheval et n'a pas été mordu par un chien depuis des années. Ces chiens de chasse sont tous enfermés et en bonne santé. Le docteur commence à faire le lien. Il se souvient de la réaction de Toinette dans le couloir. Il se souvient du boucher, Basile, cet homme silencieux et trop précis qui prépare les repas du maître.
Une intuition glacée traverse l'esprit du médecin. Il regarde autour de lui et voit, par la fenêtre ouverte, Basile qui se tient au milieu de la cour, immobile, les bras croisés, fixant la maison avec une impassibilité qui ressemble à une déclaration de guerre. Varenne parvient à se redresser un instant. Sa raison vacille, mais un éclair de lucidité diabolique traverse son regard. Il attrape le col du docteur et lui murmure, dans un souffle fétide, que c'est le boucher, qu'il a senti un goût étrange dans son bouillon la veille au soir, qu'il a vu Basile sourire au moment de lui servir son dernier repas. C'est une accusation, une condamnation à mort pour Basile si le docteur Morel décide de l'écouter. Le notaire, voyant que la situation lui échappe, tente une dernière fois de faire signer les papiers. Il approche le contrat de la main convulsée de Varenne. « Signez, monsieur, pour vos dettes, pour votre honneur !» hurle-t-il, poussé par son propre désespoir financier. Mais dès que la plume touche la peau du maître, Varenne explose dans une nouvelle crise de fureur. Il s'empare de la carafe de cristal, l'objet de son luxe et de sa fierté, et la fracasse contre le mur. L'eau éclabousse tout le monde, et à chaque goutte qui touche sa peau, Varenne hurle de douleur comme s'il était aspergé d'acide. Morel comprend que c'est la fin. Le virus a atteint le tronc cérébral. Il n'y a plus de remède, plus de discussion possible. Mais il y a une enquête à mener. Il se tourne vers la porte, bien décidé à confronter Basile et à fouiller la cuisine. Il veut trouver la preuve, le flacon, le reste de la substance. Toinette, qui est restée dans le couloir, voit le docteur se diriger vers la cuisine avec une expression de prédateur. Elle sait qu'elle doit avertir Basile. Elle sait que si le docteur entre maintenant, tout est fini. Elle se précipite vers l'escalier de service, le cœur battant à tout rompre. Elle doit se débarrasser de la dent de chien. Elle doit la faire disparaître. Mais dans sa précipitation, elle trébuche. La dent roule sur le parquet ciré, brillant comme un petit eau de malheur sous les rayons du soleil. Elle essaie de la ramasser, mais le docteur Morel est déjà là, ses bottes résonnant sur le bois. Il s'arrête. Il baisse les yeux. Il voit l'objet. À cet instant, le temps semble se suspendre. Le cri de Varenne continue de résonner dans le bureau, mélange de souffrance physique et de folie pure. Le notaire ramasse les papiers souillés d'eau et d'écume. Basile, dehors, commence à avancer vers la demeure. Il ne fuit pas, il ne se cache pas. Il marche comme un homme qui vient chercher ce qui lui appartient. Il sait que le moment de vérité est arrivé. Le virus a fait son travail sur le corps du maître, mais c'est maintenant que la véritable bataille pour la liberté va se jouer, entre la science du docteur, la cupidité du notaire et la vengeance froide du boucher. Morel ramasse la dent. Il l'examine avec une curiosité morbide. Il comprend immédiatement ce que c'est. Ce n'est pas une dent humaine, ce n'est pas un outil, c'est la signature de l'assassinat. Il lève les yeux vers Toinette, qui est clouée sur place, incapable de bouger. La tension est telle que l'air semble prêt à s'enflammer. C'est là que le docteur commet une erreur. Au lieu de crier au meurtre, il s'approche de Toinette et lui demande, d'une voix basse et menaçante, où est le reste de l'animal. Il veut voir le cadavre. Il veut la preuve scientifique de son intuition. Toinette sent que c'est sa seule chance. Elle lui indique la direction des écuries, espérant que Basile aura eu le temps de faire ce qu'il fallait. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Basile a laissé la carcasse exprès. Il veut que le docteur la trouve. Il veut que la preuve de la rage soit officielle, incontestable, pour que la mort de Varenne ne soit pas attribuée à un empoisonnement criminel, mais à une malédiction de la nature. C'est un jeu d'échecs mortel où chaque mouvement peut mener à la liberté ou au gibet. Et dans cette partie, la carafe brisée sur le sol du bureau est le premier pion tombé d'une longue série. Le docteur Morel serre la dent de chien dans sa paume, les yeux fixés sur Toinette, qui tremble de tout son corps. Dans le couloir, l'air est devenu irrespirable, chargé d'une tension qui menace d'éclater à chaque seconde. Le cri de Monsieur de Varenne, qui continue de résonner depuis le bureau, n'est plus celui d'un homme en colère. C'est un hurlement guttural, une plainte animale qui semble venir du fond des âges. Morel regarde la dent, puis regarde la servante. Il comprend que ce petit fragment d'os est la clé d'un mystère qui dépasse les traités de médecine qu'il a étudiés à Paris. Repérer la froideur de Basile à travers les gestes de sa femme. C'est le calme de celui qui sait qu'il a déjà gagné, même si le sang n'a pas encore coulé. Le docteur ne perd pas de temps. Il bouscule Toinette et se dirige d'un pas rapide vers les écuries. Il doit voir. Il doit confirmer son intuition avant que la folie ne s'empare totalement de la demeure.
En traversant la cour, il croise le regard de Basile. Le boucher est toujours là, debout près de son billot, son grand couteau à la main. Il ne baisse pas les yeux. Il n'essaye pas de s'enfuir. Il observe simplement le médecin avec une curiosité presque clinique. C'est ce silence qui effraie le plus Morel. Dans une plantation normale, un esclave aurait baissé la tête. Ici, Basile semble être le seul homme libre au milieu d'un désastre qu'il a lui-même orchestré. Morel arrive derrière les écuries. L'odeur le frappe en premier, une odeur de charogne et d'humidité rance. Il trouve le cadavre du chien, à moitié caché sous des feuilles de palmier sèches. Il s'accroupit, ignorant la poussière qui salit son costume coûteux. Il examine la gueule de l'animal. Ce qu'il voit confirme ses pires craintes. Les traces de grattage sur les gencives, l'absence d'écume là où il devrait y en avoir, comme si quelqu'un l'avait soigneusement récolté. Il comprend la méthode. Il comprend le génie macabre de l'acte. Ce n'est pas un empoisonnement ordinaire qu'on peut détecter avec un antidote. C'est une inoculation, une condamnation biologique. Le problème, c'est que Morel est un homme de loi autant qu'un homme de science. Il sait que s'il dénonce Basile maintenant, sans preuves irréfutables devant un juge, la plantation risque de basculer dans un massacre général. Mais s'il ne dit rien, il devient le complice d'un assassinat atroce. Alors qu'il se relève, il sent une présence derrière lui. Basile est là. Il a suivi le docteur. Il tient toujours son couteau, mais il le garde le long de sa jambe. Le boucher parle enfin. Sa voix est basse, rauque, dépourvue de toute émotion. Il dit simplement que le maître a appelé le chien une bête inutile avant de lui donner un coup de pied la veille. Il dit que la bête a rendu ce qu'elle avait reçu. Basile ne confesse rien directement, mais chaque mot est une lame qui s'enfonce dans la conscience du médecin. Il explique que dans moins d'une heure, le maître ne sera plus capable de reconnaître son propre nom, et encore moins de signer un contrat de vente. C'est un compte à rebours que personne ne peut arrêter. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, la situation a empiré. Le notaire Lefebvre, poussé par une cupidité qui surpasse sa peur, a commis l'irréparable. Il a saisi le bras de Varenne pour essayer de forcer sa main à tracer une signature sur l'acte de vente de la famille de Basile. Mais le contact physique déclenche une réaction paroxystique. Varenne n'est plus qu'un amas de nerfs à vif. Il se jette sur le notaire, les dents découvertes, les yeux révulsés. Il ne cherche pas à se battre, il cherche à mordre. Il veut transmettre cette douleur qui le consume de l'intérieur. Le notaire parvient à se dégager, mais sa veste est déchirée et son visage est marqué par la terreur. Il recule vers la fenêtre, cherchant de l'air, cherchant une issue. C'est à ce moment-là que le ciel de Saint-Domingue décide de participer au drame. Un coup de tonnerre déchire l'air, si puissant que les vitres de la maison vibrent. Et puis, la pluie commence. Une averse tropicale, soudaine et violente. Des rideaux d'eau s'abattent sur le toit de Bardo, créant un vacarme assourdissant. Pour n'importe qui d'autre, ce serait une simple averse. Pour un homme atteint de la rage, c'est une torture insoutenable. Le son de l'eau qui coule, la simple vue de la pluie par la fenêtre, déclenche chez Varenne des spasmes laryngés d'une violence inouïe. Il se prend la gorge à deux mains, ses ongles s'enfonçant dans sa propre chair. Il essaie de respirer, mais ses muscles refusent de s'ouvrir. Il s'effondre sur le tapis, le corps arqué en arrière, dans une posture de douleur que la médecine appelle l'opistotonos. Si vous ne supportez pas de voir l'injustice rester impunie, abonnez-vous. Ici, on déterre les vérités que les puissants voulèrent cacher. Et dites-moi, cette pluie qui tombe, était-ce la justice du ciel ou le dernier acte du piège de Basile? Le docteur Morel et Basile entrent ensemble dans la pièce. Le spectacle est atroce. Le notaire est prostré dans un coin balbutiant des prières incohérentes. Les documents de vente sont éparpillés sur le sol, trempés par l'eau qui s'infiltre par la fenêtre restée ouverte. Varenne rampe sur le parquet, fuyant la lumière, fuyant le bruit de l'eau. Il ne ressemble plus au riche planteur qui, la veille encore, se moquait de l'avenir de ses esclaves. Il est réduit à l'état de créature rampante, cherchant l'obscurité sous les meubles. Morel s'approche de lui avec une serviette pour lui couvrir les yeux, mais Basile l'arrête. Le boucher s'avance vers le maître. Il prend la carafe de cristal, celle qui est restée intacte malgré le chaos. Il la remplit d'eau de pluie qui s'écoule du rebord de la fenêtre. Le bruit de l'eau qui remplit le récipient est comme un coup de fouet pour Varenne. Il gémit, un son qui ressemble à un pleur d'enfant mélangé à un râle de mort.
Basile s'accroupit près du maître. Il pose la carafe sur le sol juste devant son visage. La lumière des bougies se reflète dans le liquide, créant des éclats d'encens sur les murs. « Buvez, monsieur !» dit Basile, d'une voix qui ne contient aucune pitié. La soif est un feu que seule cette eau peut éteindre. C'est une torture mentale absolue. Varenne veut boire. Son corps réclame de l'eau, mais son cerveau lui hurle que ce liquide est son pire ennemi. Il est pris entre deux instincts primaires, et la friction entre les deux finit de consumer ce qui lui restait de raison. Toinette apparaît à la porte, tenant ses 3 fils par la main. Il voit le maître au sol, il voit le tyran brisé. Les enfants ne comprennent pas tout, mais ils sentent que le pouvoir a changé de camp. Le notaire, voyant la famille, essaie de reprendre contenance. Il crie que le contrat est légal, que M. de Varenne a donné son accord verbal avant la crise. Il veut que le docteur Morel atteste que le planteur était sain d'esprit au moment où la discussion a commencé. Mais Morel regarde Basile. Il regarde la dent de chien qu'il tient toujours dans sa poche. Il regarde surtout l'état de Varenne, qui commence maintenant à avoir des hallucinations. Le maître voit des chiens partout. Il crie qu'on l'attaque, qu'on le dévore. Il se mord ses propres mains jusqu'au sang. Le docteur Morel, dans un élan de dignité tardive, se tourne vers le notaire. Il déclare d'une voix forte qu'aucun document signé par un homme dans cet état ne peut être considéré comme valide. Il va plus loin. Il affirme que la maladie de Varenne remonte à plusieurs jours, ce qui invalide toute décision prise durant la période d'incubation. Le notaire est furieux. Il sait qu'il perd sa commission, ses garanties, son argent. Il menace d'appeler la milice. Mais qui va-t-il appeler? Un homme en train de mourir de la rage est une source d'infection. Personne ne voudra s'approcher de la demeure. La plantation est devenue un lazaret, une zone interdite. Basile se relève. Il fait signe à Toinette de sortir avec les enfants. Il sait que le temps presse. L'effet de choc ne durera pas éternellement. Le docteur Morel le regarde partir. Il sait ce que Basile va faire. Il sait qu'il va chercher les actes originaux, ceux que Varenne a déchirés, ou plutôt les copies qui se trouvent dans le coffre-fort de la bibliothèque. Morel ne l'arrête pas. Il reste près de Varenne, lui administrant un sédatif inutile, plus pour calmer sa propre conscience que pour soulager le malade. La pluie redouble d'intensité. L'eau commence à inonder le salon. Le bruit est tel qu'on n'entend plus les cris de Varenne. On n'entend que le fracas des éléments. Basile se dirige vers le coffre-fort. Il n'a pas besoin de clé. Il utilise son expérience de boucher pour forcer le verrou avec ses outils. À l'intérieur, il trouve ce qu'il cherche, les papiers d'affranchissement que Varenne avait préparés des mois auparavant, avant que ses dettes ne le rendent fou de cupidité. Le boucher les glisse sous sa chemise. Le tournant de l'histoire se produit quand le notaire, dans un dernier geste de désespoir, tente de s'emparer des documents de vente mouillés sur le sol. Il veut les sauver, les faire sécher, prouver qu'ils existent. Mais au moment où il se baisse, Varenne a une nouvelle convulsion. Il attrape la jambe du notaire et serre de toutes ses forces. Lefebvre hurle. Il voit l'écume sur son pantalon. Il voit la folie dans les yeux du maître. La panique s'empare de lui. Il lâche tout et s'enfuit en courant de la maison, hurlant qu'il est maudit, qu'il va mourir. Basile regarde le notaire s'enfuir dans la nuit, sous la pluie battante. Il sait que l'homme ne reviendra pas de sitôt. Il regarde une dernière fois le docteur Morel, qui semble avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. « Prenez soin de lui, docteur, » dit Basile, avec une ironie glacée. « C'est votre science qui doit s'occuper de lui maintenant. La mienne a fini son travail. » Le boucher sort de la pièce. Il rejoint sa famille qui l'attend sous le porche. Ils n'ont rien emporté, rien d'autre que leur vie. Ils s'enfoncent dans l'obscurité de la plantation, vers les montagnes, où d'autres comme eux ont déjà trouvé refuge. Derrière eux, la grande demeure de cristal et de soie n'est plus qu'une prison où un homme hurle contre l'eau, piégé dans un corps qui est devenu son propre bourreau. Le secret de Basile restera gravé dans les murs de cette maison, un avertissement silencieux pour tous ceux qui pensent que la chair humaine peut être vendue sans conséquence. Mais la partie n'est pas encore finie. Le trajet vers la liberté est long, et le docteur Morel tient toujours entre ses doigts la preuve qui pourrait tout détruire. Le docteur Morel reste immobile au milieu du salon dévasté, la dent de chien serrée si fort dans sa main que la pointe finit par percer sa propre peau. Il ne sent pas la douleur. Ses yeux passent du corps convulsé de M. de Varenne à la silhouette de Basile, qui se tient sur le seuil de la porte, baigné par la lueur blafarde d'un éclair.
L'eau de pluie continue d'envahir la pièce, transformant le tapis de luxe en une éponge boueuse. L'odeur de l'ozone se mélange à celle, plus fétide, de la bête humaine qui rampe au sol. Varenne n'est plus qu'un tas de muscles qui se tordent, ses cris se transformant en un râle humide, une sorte de gargouillis qui glace le sang des quelques domestiques restés pétrifiés dans l'ombre. La situation est arrivée à son point de rupture. Le docteur Morel sait que s'il dénonce Basile à cet instant précis, il condamne toute une famille au supplice. Mais s'il garde le silence, il trahit son serment et laisse un meurtrier s'échapper. Il regarde là-dedans, ce petit fragment d'ivoire qui contient toute la preuve du crime. Il regarde ensuite Varenne. Le maître essaie de se relever, mais ses jambes se dérobent. Il fixe la carafe d'eau avec une horreur pure, ses yeux sortant de leurs orbites. C'est l'image même de la déchéance. Un homme qui possédait des terres, des vies et des destins, est maintenant incapable de supporter la vue de l'élément le plus simple de la nature. Basile s'avance d'un pas. Il ne semble pas inquiet. Il sait que le docteur est un homme de logique, mais aussi un homme qui a vu Varenne commettre les pires atrocités. Le boucher pose une main sur le cadre de la porte et dit, d'une voix qui couvre presque le fracas du tonnerre, que le mal était déjà là, bien avant le bouillon de viande. Il dit que la rage habitait le cœur du maître depuis des années, et que la bave du chien n'a été que le miroir de sa propre âme. C'est une vérité que Morel ne peut pas ignorer. Il a vu Varenne fouetter des hommes pour un mot de travers. Il l'a vu briser des familles par simple caprice financier. Morel prend une décision qui va changer le cours de cette nuit. Il se détourne de Basile et se dirige vers le bureau où les documents de vente gisent, trempés. Il ramasse l'acte qui devait séparer Toinette de ses fils. D'un geste lent et délibéré, il le chiffonne et le jette dans l'eau qui stagne sur le sol. Puis, il ouvre la fenêtre en grand, laissant la tempête entrer de plein fouet. Il prend la dent de chien, ce secret qui pèse si lourd, et il la lance de toutes ses forces dans l'obscurité du jardin, là où la boue l'engloutira à jamais. Il se tourne vers Basile et lui dit que Monsieur de Varenne est atteint d'un mal naturel, une forme de démence foudroyante causée par le climat et les excès. Il lui dit que son rapport médical sera sans appel. Le planteur a perdu la raison bien avant de pouvoir signer le moindre contrat légal. C'est le prix de sa survie. Basile hoche la tête. Il n'y a pas de remerciement, pas de larmes. Juste une reconnaissance entre deux hommes qui ont compris que la justice n'a parfois rien à voir avec la loi des tribunaux. Mais le climax n'est pas encore fini. Varenne, dans un dernier sursaut de fureur, se jette vers le docteur. Ses mouvements sont désordonnés, saccadés, comme ceux d'une marionnette dont les fils seraient coupés. Il essaie de mordre, cherchant une cible pour sa douleur atroce. Basile intervient avec la rapidité d'un homme habitué à maîtriser des bêtes sauvages. Il attrape le maître par le col de sa chemise en soie et le plaque au sol. Le contraste est saisissant. L'esclave, fort de sa dignité retrouvée, dominant le propriétaire qui écume et aboie littéralement de terreur devant l'eau qui goutte du plafond. On ne peut pas laisser un homme dans cet état dans une maison ouverte. Le docteur Morel ordonne qu'on transporte Varenne dans la petite cellule de pierre située au sous-sol, celle-là même où le maître enfermait les ouvriers rebelles pour les briser. C'est une ironie cruelle, mais nécessaire. Personne ne veut porter le malade. Ce sont les hommes de Basile, ceux qui ont subi le fouet pendant des années, qui soulèvent le corps convulsé de Varenne. Ils le portent comme on porte un animal mort, sans respect, mais sans haine inutile. Ils le déposent sur la paille humide de la cellule. Le notaire Lefebvre, revenu de sa fuite mais restant à une distance prudente, observe la scène depuis le haut de l'escalier. Il est livide. Il voit ses espoirs de profit s'envoler. Il essaie de protester, de dire que les créanciers ne se contenteront pas d'un certificat médical. Mais Morel le coupe sèchement. Il lui rappelle que s'approcher d'un homme enragé est une condamnation à mort, et que s'il insiste pour valider les contrats, il devra rester enfermé avec le malade pour recueillir sa signature. Le notaire recule, range ses dossiers mouillés et s'enfuit définitivement dans la nuit, ne demandant pas son reste. La fin de Monsieur de Varenne est lente et solitaire. Pendant 3 jours, ses hurlements déchirent le silence de la plantation. Les esclaves restent dans leurs cases, écoutant le maître mourir de la maladie qu'il méprisait. Le virus finit par paralyser ses poumons après avoir dévasté son esprit. Il meurt dans l'obscurité de la cellule qu'il avait fait construire pour les autres, assoiffé mais incapable de boire,
entouré par le silence de ceux qu'il croyait posséder. À sa mort, il ne reste rien de son autorité, seulement une carcasse que même les charognards semblent hésiter à approcher. Basile, lui, n'attend pas la fin. Dès que Varennes est enfermé, il rassemble Toinette et ses fils. Il récupère les papiers d'affranchissement originaux que Basile a sauvés du coffre. Le docteur Morel les regarde s'éloigner vers les mornes, ces montagnes escarpées où les esclaves fugitifs, les marrons, construisent une vie nouvelle. Le médecin sait qu'il ne devrait pas les laisser partir, qu'il devrait signaler leur disparition. Mais il reste sur le perron, la lanterne à la main, regardant les petites silhouettes disparaître dans la forêt dense. Il sait que pour le monde extérieur, Basile et sa famille ne seront que des noms de plus sur la liste des disparus d'une plantation en faillite. La plantation de Varennes est saisie quelques semaines plus tard, mais les contrats de vente ont été déclarés nuls par le juge de la ville, sur la base du rapport détaillé du docteur Morel. Les créanciers se partagent les terres et les bâtiments, mais ils ne trouvent aucune trace du boucher et de sa famille. On raconte que dans la cuisine, on a trouvé un dernier bol de bouillon, froid, posé sur la table, comme un avertissement laissé à ceux qui voudraient reprendre la place du tyran. Certains disent que la vengeance de Basile était trop cruelle. Mais retracez bien le parcours de cet homme. Il n'a utilisé que ce que le maître lui avait laissé, la bave d'un chien errant et la connaissance de la souffrance. Il n'a pas utilisé d'armes, il a simplement laissé la nature punir l'arrogance. La carafe de cristal, symbole du pouvoir de Varennes, est restée brisée sur le parquet du salon, ses éclats rappelant que même le plus dur des vers finit par voler en éclats sous la pression de la vérité. L'histoire de la plantation de Varennes est devenue une légende dans la région. On dit que les nuits d'orage, on peut encore entendre le bruit d'une carafe qui se brise et le râle d'un homme qui cherche désespérément de l'eau. Mais pour ceux qui vivent dans les montagnes, c'est une histoire de liberté. Basile et Toinette ont survécu, cachés par la jungle, protégés par le silence de ceux qui savent que la dignité ne s'achète pas. Ils ont appris à leurs fils que la force ne réside pas dans le fouet, mais dans la patience et la connaissance. Repensez à cette goutte d'eau qui a fait trembler un empire. Repensez au boucher qui, sans un cri, a rendu sa liberté à sa famille. Le mal ne gagne jamais vraiment. Il attend juste de rencontrer quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Inscrivez-vous. Ici, nous tirons de l'oubli les récits de ceux que l'histoire officielle a voulu faire taire. Et dites-moi en commentaire, selon vous, le docteur Morel est-il devenu un héros en cachant la vérité ou un lâche en laissant un crime impuni? Votre avis m'intéresse, car la justice a souvent plusieurs visages. Le soleil se lève enfin sur une plantation vide et silencieuse. La pluie s'est arrêtée, laissant place à une chaleur étouffante. Le docteur Morel quitte la propriété à bord de sa calèche, sans un regard en arrière. Il emporte avec lui le secret de la dent de chien, sachant que la vérité n'a pas besoin d'être criée sur les toits pour exister. Elle attend son heure, patiemment, comme Basile attendait dans sa cuisine. Celui qui traite les hommes comme des chiens finit inévitablement par mourir comme l'un d'eux, seul dans la poussière et la soif. Et c'est peut-être là la seule forme de justice que ce monde cruel peut offrir. La boucle est bouclée, le boucher est libre, et le maître n'est plus qu'un souvenir amer dans le vent des Antilles.